Nous avons commencé par aborder la situation critique de l'économie mondiale, et plus précisément l'économie française. Nous souhaitions avoir son éclairage sur cette fameuse loi du 3 janvier 73, qui revient souvent sur le tapis lorsque l'on parle de finances publiques, mais dont peu de gens comprennent la réelle importance. Est-elle si importante? Et si oui, pourquoi personne n'a-t-il réagi lors de sa mise en place? C'est une loi qui a été votée en catimini, dans la discrétion la plus totale, avec une formulation des plus absconses qui puisse exister. C'est la loi du 3 janvier 73. Hein, et je l'ai déjà dit maintes fois, le 3 janvier, je sais ce que c'est, je suis né un 3 janvier, ok? Et depuis que je suis tout petit, il n'y a personne à mon anniversaire. Tout le monde cuve son vin. Non mais c'est vrai, tout le monde cuve son vin. Après Noël, plus entre Noël et le jour de l'an, plus le jour de l'an, je vais dans le 3 janvier, vous oubliez quoi, c'est... tiens, il y a mon anniversaire, voilà. Pourquoi ils l'ont voté le 3 janvier? Mais justement pour la même raison. Parce qu'il n'y avait personne. Hein, ils l'ont pas voté au 20 avril ou au 24 mars. Non, surtout pas. Quand tout le monde était là, quand tout le monde est actif, quand tous les journalistes sont là. En plus là, tout le monde est en vacances. Et donc ils ont passé cette loi qui a interdit à la France d'emprunter auprès des Français, c'est-à-dire auprès de la Banque de France. Parce que plutôt que de donner tous ces intérêts à des privés, à des banques privées, notamment américaines, principalement japonaises, mais surtout américaines, c'est quand même ce taux d'intérêt, il revient au peuple français. Et avec ça, on peut construire des autoroutes, des écoles maternelles, etc. Tout le monde est d'accord, tout le monde comprend ça. Ouais. Eh bien non, ce jour-là, il a été fait interdiction à la France, d'accord, d'emprunter auprès de la Banque de France. Ok? Et qui a signé ça? Pompidou, ancien directeur de la Banque Rothschild. C'est par hasard. Qui était son directeur de cabinet? Giscard. Non, Balladur. Oh merde. C'est Édouard Balladur. Et enfin, ils étaient ensemble. Et qui était ministre des Finances. Ensuite, qui a validé tout ça, c'est effectivement l'équipe Giscard d'Estaing. Donc c'est Pompidou, d'accord? Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur. Ce sont ces trois-là, si vous voulez, qui ont... Et plus tous les pecnos qui étaient à l'époque au ministère des Finances, qui ont validé ça. Personne, il n'y a eu aucun député qui s'est levé en disant « mais c'est un scandale, on va enchaîner la France ». Ça vous montre bien que la démocratie, ici, montre ses limites. Aucun député n'a eu la compétence pour comprendre. Il faut dire aussi que le texte, vous le mettrez, vous le mettrez dans le... parce que c'est 4 lignes, c'est quand même fascinant. Ce texte est tout à fait fascinant. Personne n'a rien compris. C'était volontaire. C'était volontaire. Vous comprenez? C'est de la manipulation. Black Masters dit souvent « le diable est dans les détails ». C'est sa phrase fétiche. Là, le diable était dans les détails. C'est redoutable. Et qu'est-ce que vous avez vu ensuite? Que Valéry Giscard d'Estaing, le même, a intégré cette loi du 3 janvier et il a imposé dans tout le traité européen de Maastricht, et aucun pays, aujourd'hui, ne peut emprunter à sa banque centrale. C'est fascinant. Moi, ça me paraît tout à fait normal que les Français puissent emprunter à la Banque de France et qu'on lui paye un taux d'intérêt, puisqu'on s'en fout de toute manière, puisque ce taux d'intérêt revient dans le pot commun de la France. Ça me paraît logique. La France a été mise en esclavage ce jour-là, le 3 janvier 1973. Et tous les autres pays européens ont été mis en esclavage de la même façon. Nous lui avons demandé un peu plus d'informations sur la dette publique. En effet, il est intéressant de savoir par quel tour de magie les dettes privées des banques ou des grandes multinationales sont transformées puis englobées dans la fameuse dette publique, explosant par là même l'endettement des États. Quel est donc le mécanisme permettant cela? C'est très simple, c'est une décision gouvernementale. À partir du moment où vous prenez par exemple le Crédit Lyonnais qui était en faillite il y a déjà, je sais pas, une quinzaine d'années, ça s'appelait le Crédit Lyonnais à l'époque. C'était soit toutes les agences étaient le Crédit Lyonnais faisait faillite totale, et toutes les agences étaient fermées, soit l'État prenait à sa charge l'intégralité des pertes et c'est ce qui s'est passé, et du coup, il sauvait la banque, et le Crédit Lyonnais a continué. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de plomberie, même aussi grosse que le Crédit Lyonnais, l'État vous laissera faire faillite sans aucun problème. Ils mettront, comme on voit d'ailleurs avec Renault, Renault est en train de licencier massivement, Peugeot va fermer Aulnay, ça va faire 3000 ou 3000 personnes concernées, plus au moins 1500 ou 2000 emplois connexes. Donc ça les dérange pas. Mais que les banques, une banque en plus qui fait dans la criminalité la plus totale,
alors ça c'est hors de question. Donc là, c'est devenu vraiment mon thème de prédilection, c'est-à-dire que c'est le vol de la démocratie par les banques, hein, puisque la justice ne fonctionne plus. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous avez les banques qui volent les gens ouvertement. Alors là, personne ne dit rien, hein, ils sont même pas condamnés. Vous avez un mec qui braque une épicerie et qui s'en va avec 20 €. Hein, alors là, il va prendre 3 ans de prison. C'est quand même extraordinaire.